Salut et merci d'avoir choisi de lancer cet épisode aujourd'hui. Fille Expat prend une petite pause car je suis actuellement en road trip entre le Canada et les États-Unis, mais je n'avais pas envie de vous laisser sans épisode à glisser dans vos oreilles. Comme vous le savez peut-être, j'ai récemment aménagé moi-même un minivan et c'est pourquoi j'aimerais vous proposer aujourd'hui un épisode produit par Charlotte du podcast Évasion. Son invitée, Isia, a réalisé un projet qui me parle énormément, le retour des femmes. Elle est partie seule, en van, à la conquête des 28 pays d'Europe en seulement 6 mois. À travers son projet, elle a entre autres voulu prouver qu'une femme aussi peut voyager seule, qu'elle peut aussi profiter de l'incroyable liberté de la van life et que les stéréotypes que l'on peut entendre ne sont pas toujours là pour nous aider. J'espère que leur échange vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Fille Expat. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun, ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre, c'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Je pars à la rencontre d'une ou d'un invité pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidée à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute. C'est ça qui est assez intéressant quand on voyage seul, c'est qu'en fait il faut remettre sa personne au centre en fait de ses pensées et de ses de préoccupations. Et en fait c'est assez marrant parce qu'au final ça favorise la découverte de soi et plein de choses comme ça en fait. Aujourd'hui, nous accueillons Isia pour parler de son beau, que dis-je, de son incroyable projet qu'elle a réalisé il y a quelques temps, le retour des femmes. Elle est partie seule, en van, à la conquête des 28 pays d'Europe en seulement 6 mois. À travers ce projet, elle a entre autres voulu prouver qu'une femme aussi peut voyager seule, qu'elle peut aussi profiter de l'incroyable liberté de la van life et que les stéréotypes que l'on peut entendre sont pas toujours là pour nous aider. Dans cet épisode, nous parlons du voyage seul en tant que femme, des réactions de son entourage, des obstacles qu'elle a pu rencontrer, de la façon dont sa communauté lui a permis de terminer son périple en faisant preuve d'une solidarité à toute épreuve, de la van life, de la façon dont ce voyage l'a fait évoluer, ce qu'elle a appris. Du coup, je vous propose de partir pendant quelques minutes, en van, à travers l'Europe, avec Isia. Bienvenue dans Évasion. Coucou Isia, comment vas-tu ? Salut, ça va bien et toi ? Très bien, merci. Alors, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Donc je suis Isia, en 2019, j'ai visité les 28 pays de l'Union européenne toute seule, en van aménagé, en fait dans le but de prouver aux Françaises qu'on peut très bien voyager seule et qu'il ne faut pas se fier aux préjugés. Un super beau projet, et c'est ce dont on va parler du coup aujourd'hui. Comment t'as pris cette décision de partir d'abord en van, ensuite de faire les 28 pays d'Europe, et ensuite seule ? Pour expliquer un petit peu tout ça, en février 2018, c'est là que j'ai découvert pour la première fois ce que c'était que la van life, donc le fait de voyager ou de vivre en van. Donc c'est un véhicule aménagé où on a tout le confort nécessaire avec un lit, avec une cuisine, avec vraiment tout ce dont on a besoin pour vivre. Et j'ai découvert ça en allant en fait dans l'Ouest américain. Donc là, à ce moment-là, j'étais en couple et nous y sommes allés à 2. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que j'ai découvert ce que c'était que, la liberté que ça offrait. Parce qu'effectivement, d'un coup, on se retrouvait dans des paysages magnifiques et sans limite de durée. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à un moment à se dire « Oh, faut vite aller à l'hôtel, il faut vite aller au camping ou il faut vite aller à un endroit ». Là, c'était on profite de ce coucher de soleil jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Ouais. Et là, j'ai adoré. Et quand je suis revenue de ce voyage, je me suis vraiment posé la question et j'ai épluché toutes les informations qu'on pouvait trouver sur les réseaux sociaux au sujet de la van life que je découvrais donc pour la première fois. Et là, j'ai coup de cœur, quoi. Donc, je me suis dit,
c'est simple, quoi qu'il arrive, j'ai annoncé le 1er août 2018 que quoi qu'il arrive en 2019, au volant d'un van aménagé, je partirai visiter seule l'Europe l'année suivante, en 2019. Et là, en fait, malheureusement, j'ai aussitôt reçu une déferlante de critiques. Non, une fille peut pas faire ça, c'est trop dangereux. Tu vas te faire agresser. Les filles ne connaissent rien à la mécanique. Et tu vas faire comment si tu tombes malade? Les filles ont peur de tout et la solitude et patati et patata. Ouais, tous les préjugés, quoi, en fait. Exactement. Et en fait, je me suis sentie assommée par cette déferlante de préjugés et je me suis dit mais attendez, on est quand même à ce moment-là, on était en 2018, je me suis dit quand même on est au 21e siècle, je veux dire on est dans un pays développé, on est en France, on voit très bien des filles le faire aux États-Unis, c'est monnaie courante, très bien beaucoup de filles le font également en Australie et tout ça. Je me suis dit pourquoi moi en tant que petite Française d'un coup on m'embête. C'est fou. Donc là, j'ai également reçu beaucoup de messages de filles en privé sur Instagram qui m'ont dit moi je rêve de faire la même chose que toi, mais justement à cause de tous ces préjugés, j'ose pas le faire. Donc franchement, si tu le fais, ça va, je vais suivre ton aventure et puis ça va m'encourager à peut-être passer le cap, quoi. Et c'est là que je me suis dit justement, je vais me lancer, je vais en plus de ça leur prouver que je vais essayer de battre de faire un challenge, de relever un défi et de faire en fait les 28 pays de l'Union européenne toute seule pendant seulement 6 mois avec mon van. Et donc à ce moment-là, quand j'ai annoncé ça, j'avais pas encore de van, j'avais rien du tout. Donc c'était un petit peu, on va dire, un projet précoce. Et puis je me suis donné les moyens d'y arriver et j'ai vidé ma tirelire. Et puis 1 an plus tard, c'est-à-dire c'était au mois de juin, je suis partie la veille de l'été, donc le 21 juin 2019, et je suis revenue le 21 décembre 2019. Wow. Voilà. C'est trop bien. Voilà comment ça s'est C'est passé. fou. Et du coup, derrière ce projet, derrière ce voyage, tu avais ce fameux projet de le retour des femmes. Exactement. Ok. En fait, je me suis quand voilà, j'ai reçu effectivement ces messages de femmes qui finalement demandaient à être rassurées. Je me suis dit que justement ce projet, ce challenge, ce défi, c'était dans un projet associatif, c'est-à-dire que je voulais créer une association pour promouvoir le voyage pour les femmes qui sont seules. Et notamment, par le biais de cette association, créer des séminaires, on va dire, sur 3 jours, par exemple, une fois dans l'année, où je voulais à ce moment-là proposer en fait des activités pour les femmes, des cours de mécanique, des cours de self-défense, comment gérer un budget, plein de petites activités comme ça pour pouvoir en fait leur donner les clés pour qu'elles puissent voyager par leurs propres moyens et tester la van life. Et après ce qui s'est passé, ça c'est toute autre chose. Pendant mon tour d'Europe, une association a été créée, une association française avec des filles françaises. Donc j'ai abandonné ce projet associatif, mais j'ai décidé de créer un e-book. Donc, qui sera en fait recueil de témoignages. Et en fait, j'ai interviewé 31 filles durant le confinement de l'année dernière, qui sont seules en van, qui le vivent de façon différente, et de façon en fait à avoir un maximum d'avis sur la question en fait, et de pouvoir répondre à toutes les questions que se pose n'importe quelle fille qui voudrait se lancer dans cette aventure, et avoir vraiment différents sons de cloche. Là, j'ai choisi un panel très très large, avec des filles qui vivent la van life à temps plein, comme des filles qui vivent ça en loisir, ainsi de suite. Des filles qui ont fait beaucoup de pays, des filles qui restent en France. Vraiment là, je me suis orientée de façon à vraiment renseigner au mieux la personne qui se pose des questions là-dessus. Et je tiens à préciser que ce livre sera, quand il sera prêt, je précise, il sera téléchargeable gratuitement, parce que je tiens vraiment à ce que ce soit un partage de connaissances et pas monétiser ce genre d'informations, parce que chacune d'entre nous, des participantes de ce livre,
on sait très bien qu'on aurait aimé avoir quelqu'un qui réponde à ces questions-là quand on a commencé. C'est un projet de fou. C'est trop bien parce que c'est vrai qu'en tout cas à titre personnel, quand j'ai découvert ton projet de faire, enfin le voyage que tu avais fait en van, je me suis dit: «Mais quel courage elle a!» Enfin, tu vois, moi aussi j'avais ces préjugés de, oui, ben, du coup, c'est vrai que c'est un peu flippant de partir d'abord toute seule et en van et tout et quand j'ai vu que tu l'avais fait, j'étais en mode: «Mais waouh, mais c'est trop bien!» Et du coup, c'est vrai que le fait de recueillir plein de témoignages comme ça sur des projets hyper différents, énormes comme plus petits, plus modestes, bah, en fait, c'est trop bien parce que du coup, tu t'adresses à plein de femmes, qui ont des projets, tous différents mais tous aussi beaux et vraiment c'est trop bien parce que du coup, tu vraiment on voit ton objectif de vouloir, un peu désacraliser tout ça et de rendre accessible le voyage seul en tant que femme, mais le voyage seul en tant que femme en van en plus. Donc heu, donc c'est trop bien. Exactement. Bah, après, c'est vrai que, en fait, la vraie question, en fait, c'est pourquoi, en fait, on se focalise Mmh mh. sur la sécurité des femmes en voyage. Pourquoi plus que celle des hommes? Pourquoi spécifiquement le problème de l'insécurité qui revient constamment en priorité dès qu'on parle Ouais. du voyage au féminin, en fait. Et en fait, si on creuse un peu, on se rend compte que ces questions, bon, elles concernent pas uniquement la van life, elles concernent pas uniquement les voyageuses. En fait, elles concernent la représentation de la femme dans la société, son éducation et la différence des genres, en fait. Et on se rend compte au final que j'ai abordé ce thème lors d'une conférence, c'est que en fait tout ça, ça touche à notre éducation. En fait, depuis qu'on est tout petit, les garçons, on leur demande d'être courageux, d'être sportifs, d'être aventuriers. Quand on regarde les magazines, les catalogues de jouets, on se rend très vite compte, puisque là c'est bientôt la période, que les jouets pour les garçons, c'est souvent des Mmh. métiers à risque. Ouais, tu seras pompier, tu seras policier, et ainsi de suite. Puis on regarde en même temps les petites filles. Bah, la petite fille, faut qu'elle soit sage, faut qu'elle soit jolie, donc on lui propose des poupées pour qu'elle s'occupe de materner, on lui propose dans les jouets la cuisine, ce Ouais. genre de choses et tout ça. La dernière fois, là encore, avec mon chéri, on était en Espagne, et à un moment, on entend une petite fille qui dit à sa maman mais pourquoi nous, on a pris le petit train et les garçons, ils sont montés à pied? Et la mère qui lui dit parce que les garçons, ils sont plus forts que les filles. Et en fait, c'est bête, mais c'est ces petites phrases en fait qui vont s'ancrer dans la tête de la petite fille, qui vont dire ah, les garçons sont plus forts que moi, alors eux ils peuvent marcher, ils peuvent courir, mais moi je dois prendre le petit train parce que je suis fainéante quoi. Et en fait bon voilà, c'est vrai que en fait il y a c'est un peu ancré dans notre histoire et je pense que on a de la chance parce que là on est dans une période où on met de plus en plus le doigt là-dessus et on fait un peu plus évoluer les mœurs là-dessus. Et tant mieux parce que bah oui, en fait, une fille peut très bien voyager seule. Il y en a, mais il y a des milliers et des milliers de femmes qui voyagent chaque année toutes seules en sac à dos. Et je trouve que c'est plus dangereux pour l'avoir fait de voyager en sac à dos que de voyager en van. En fait, quand on voyage en van, on est dans un véhicule qui est quand même fermé, on a tout son Mmh. confort. Quand on voyage en sac à dos, on fait du stop, on va se retrouver dans des trains-lits avec d'autres personnes, on sait pas qui c'est, on va se retrouver à chercher des hébergements, ainsi de suite. Il y a plus d'insécurité à voyager seul que en sac à dos que de voyager seul en van. Et ça, c'est vrai que c'est bizarre de devoir le Ouais. justifier. Et j'avais fait une recherche notamment et j'avais découvert aussi que je sais plus qui avait fait ce travail de sondage auprès des voyageurs français, mais on se rendait compte en fait que il y avait plus d'hommes qui se faisaient agresser que de femmes, Ah oui. déjà, d'une part. Et en fait, la plupart, enfin 99% des cas d'agression étaient dus en fait pour le vol et pas du tout pour l'aspect, Agression excusez, sexuelle. pour me permettre d'agression sexuelle ou quoi que ce soit. Parmi les témoignages des femmes qui avaient été interviewées là, dans ce sondage, qui parlaient d'agression sexuelle, souvent c'était peut-être des personnes qui étaient trop entreprenantes ou qui avaient des mains un peu baladeuses, mais jamais une seule personne a témoigné de l'avoir
vécu la situation dramatique d'avoir un viol. Mais sinon, c'était la seule. Donc en fait, c'est finalement beaucoup plus rare qu'on ne se l'imagine. Et en fait, c'est vrai que moi, ce que je dis tout le temps à tout le monde, c'est que ce qui peut vous arriver à l'autre bout du monde peut très bien vous arriver à côté de chez vous. Je veux dire, Totalement. quand on regarde les faits divers, et je tiens toujours à préciser que ça porte bien son nom, ce sont des faits divers et c'est pas la normalité et c'est pas comment dire c'est exceptionnel. Exactement, ça prouve que c'est exceptionnel. Mais quand on regarde les faits divers, souvent c'est quelqu'un il peut nous arriver quelque chose en allant faire notre jogging ou quoi que ce soit, et souvent c'est des actes passionnels, donc en fait souvent c'est quelqu'un finalement de son entourage plus que des inconnus qui finalement s'en foutent de vous, quoi. Et je voulais dire aussi, c'est que moi, enfin, je l'ai vécu en voyageant seule, que ce soit quand j'ai voyagé seule en sac à dos ou en van. En fait, les gens que vous rencontrez sont curieux, en fait, de vous voir toute seule. Les gens viennent et se demandent, vous observent le van, se disent, mais il doit y avoir quelqu'un, il doit y avoir son mec à l'intérieur, quoi que ce soit. Non, je voyage seule. Et en fait, c'est rigolo, ah bon, tu voyages seule de suite, et les gens sont là, mais surpris et interloqués. Mais t'as pas peur, mais c'est dangereux, mais comment tu fais, mais tu viens de France et tout, mais c'est loin. Bah oui, et je continue, je fais mes 28 pays de l'Union européenne. Ah bon? Et en fait, c'est assez rigolo parce que d'un coup, les personnes en fait ressentent de l'admiration, ils sont intrigués, ils sont admiratifs. Et puis après, c'est assez marrant parce que dans leur comportement, ils confirment quand même que il y a toujours cette idée de la femme qui est plus, plus à protéger, parce qu'en fait, d'un coup, c'est assez marrant dans leur comportement. Ils vont nous dire, bon, va pas là, fais attention à ci, fais attention à là, va plutôt là, je te conseille de voir, d'aller à tel endroit, là-bas, il y a un cousin, si t'as besoin, je te donne son numéro de téléphone, si t'as un problème, tu l'appelles. C'est assez rigolo, en fait, on est vraiment protégés, tout le temps. Ouais. Finalement, c'est assez bienveillant de leur part, plus que... Est-ce que tu as rencontré plus de personnes... Je suppose que oui, mais est-ce que tu as rencontré plus de personnes bienveillantes que de personnes un petit peu, peut-être agressives dans leur comportement ou dans leurs mots? Alors, clairement, j'ai pas rencontré de personnes agressives ou quoi que ce soit. C'était vraiment je vais dire 99,99% de fois, c'était uniquement de la bienveillance. Je veux dire, j'ai pas eu cette malchance peut-être de tomber sur quelqu'un de mal intentionné. Après, j'avoue que quand on voyage seul, on est très observateur, on a un sixième sens qui se développe. Tout simplement, on sent si les gens sont de bon augure ou s'il faut être méfiant et ne pas aller dans leur direction. On le sent tout de suite, je sais pas, il y a quelque chose qui se développe, je ne l'expliquerai pas vraiment, mais on a ce sixième sens en fait qui prend le dessus, et non, déjà je sens pas, et ben je ne force pas. Il faut surtout pas se forcer quand on voyage, on sent pas quelque chose, on n'y va pas. Comme je donne souvent cet exemple, c'est quand vous vous promenez, je sais pas, dans la rue, n'importe où, dans une ville, et que vous voyez un groupe d'individus mal, que vous sentez pas du tout. En fait, au lieu de vous dire bon, je m'agrippe, je me cramponne à mon sac et je traverse au milieu du groupe, non, vous traversez la route, vous allez sur le trottoir, vous passez, puis au pire vous revenez sur votre trottoir d'origine. Mais ne forcez pas les choses, ne vous agrippez pas à votre sac à main, sentez-vous à l'aise et évitez justement. Moi, c'est toujours mon maître mot, c'était d'éviter les problèmes en fait. Et que ce soit dans la sécurité, parce que là c'est vrai qu'on a abordé le thème de la sécurité, mais de tout. Par exemple, il y en a qui m'ont dit oui, et si tu tombes malade, comment tu vas faire? Je vais éviter de tomber malade. Donc quand il fait froid, je me couvre. Quand je me sens fatiguée, je dors. J'écoute en fait mon corps, j'écoute mes besoins. En fait, il faut se remettre. C'est ça qui est assez intéressant quand on voyage seul, c'est qu'en fait, il faut remettre sa personne au centre en fait de ses pensées et de ses de préoccupations. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'au final, ça favorise la découverte de soi et plein de choses comme ça en fait. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que, je prends mon exemple qui est un petit peu moins exotique que le tien, mais en fait, je vis à Paris et j'ai souvent tendance à prendre les transports. Et c'est vrai qu'on en parlait avec une amie
En tant que femme, quand on se promène dans les métros, bon, c'est jamais très agréable, mais c'est vrai que parfois, on a un espèce de sixième sens, comme tu dis, qui nous dit: «OK, alors là, il y a quelqu'un qui me suit et qui est un peu louche», et en fait, sans forcément te retourner, tu le sens comme un aura, tu vois? Exactement. C'est hyper étrange, mais tu le sens et c'est vrai que je pense qu'en voyage et comme tu l'expliquais toi aussi, ben, finalement, on ressent aussi, ce en fait, c'est très étrange comme sensation. C'est Ouais. c'est un peu comme si ton inconscient te donnait un signe en te disant: «OK, alors là, fais attention, Exactement. voilà, tes sens, ils sont du coup en ébullition, tu es hyper alerte de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer et voilà quoi. Mais c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui ont un peu du mal à comprendre ça quand tu essayes de leur dire, mais finalement, c'est hyper important de l'écouter et de pas essayer de le cacher plus profond et de faire un peu la c'est quoi l'expression? Tu sais, quand tu te caches, la vérité Oui, et voilà quoi. c'est exactement ce que tu veux dire. Faut pas se mettre des œillères, quoi. Et voilà, exactement, c'est ça. Enfin, Et ouais. tu gardes ton esprit en alerte, tu es conscient Mmh. qu'il peut y avoir des risques, et quand des fois, t'as ce sens enfin, on sait pas trop comment l'appeler. Ouais. Là, d'un coup, ça te prévient qu'il y a quelque chose qui peut qu'il y a des risques, et c'est à toi d'agir de façon à l'éviter, en fait. Mmh. Ouais, C'est exactement. un instinct. Moi, je trouve que c'est comme un instinct qu'on a en nous, en fait. Exactement, c'est le mot, c'est le mot. Mmh, Mm, mm. c'est ça, totalement. Mais du coup, par exemple, les premières nuits que tu as passées seule dans ton van, comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais, un peu tu pas eu un sommeil hyper profond, dirons-nous? Ah bah, Heu euh, ma première nuit en van. Alors, quand j'ai ma première nuit, la vraiment toute première nuit en van, j'étais en pleine ville, donc je savais pas trop ce qui allait se passer. Et puis, genre, à 2 heures du matin, j'entends des mecs un peu alcoolisés qui passent à côté de mon camion, puis j'en entends un qui dit, ça c'est vraiment ma première nuit. Et je me disais, Mmh. mince, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Puis j'entends un qui fait, oh, 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 t'as vu ce camion? Et, et l'autre qui lui fait, ouais, c'est un camion, je m'en fous. Et l'autre il fait, non, mais t'as vu la tête qu'il a, elle est trop beau! C'est rare de voir un camion comme ça. Et en fait, j'étais trop fière. En fait, moi, j'étais dans mon camion, j'étais trop fière. Et puis, ils sont partis comme ça. Ça, c'est ma toute Ouais. première nuit en ville. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, la ville, ça me fera pas peur, quoi. Et au contraire, Ouais. mon camion, c'était un vieux camion, un LT35 Volkswagen. Donc, vraiment vintage comme tête. Très rare en France. Mmh. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais trop fière, j'étais trop contente. Par contre, ma première nuit, et ça c'est assez particulier, dans un endroit totalement désertique où je n'avais même pas d'internet, enfin pas de 4G, je pouvais pas communiquer avec l'extérieur, pas de réseau sur mon téléphone. Ouais. Là, d'un coup, je me suis dit waouh, S'il si se là, passe un euh, truc. si là il y a un serial killer qui se promène, qui fait oh tiens un camion tout seul. Sur le coup, j'avoue que j'ai eu une petite pensée avant de me coucher, en me disant mince, tu peux prévenir personne si tu cries et que tu hurles, il y a personne qui t'entendra, t'es seul au monde. Mmh. Puis je me suis dit oula, arrête de penser à ça, il va te coucher quoi. Je me suis endormie et en fait, c'est assez particulier. J'imagine. Et 4 heures du matin, il y a quelqu'un qui tambourine à la porte de mon camion et là je me réveille et je suis et Ah là je l'angoisse! Et là, je respire plus, j'écoute. J'ai été, mais le cœur qui battait à 1000 à l'heure, et plus rien, plus rien. Et là, tu sais, t'as l'impression que il a dû se passer quoi, 20 secondes, je sais pas, 1 minute. T'as l'impression que c'est l'éternité. T'es là en train Mmh. de te dire dans ta tête, il faut que j'aille jusqu'au tiroir où il y a des couteaux, c'est la seule chose que j'ai. Mince. Et en fait, je me rappelais que j'étais garée à un endroit où il y avait plein de gravier au sol. Et je me disais, si j'entends pas de pas, de bruit de pas sur les graviers, c'est qu'en vrai, il y a personne, quoi. Et en fait, Mmh. j'entendais rien, il y avait pas de bruit de pas. Et en fait, donc, au bout d'un moment, je me décide à m'avancer, aller vers mes fenêtres, ouvrir ma fenêtre pour regarder. Je passe en pleine nuit, à 4 heures du matin, on voit rien, donc je passe mon téléphone avec la lumière de mon téléphone pour voir. Rien du tout.
En fait, c'est juste comment ça s'appelle, c'est moi qui me suis inventé un cauchemar en fait. Je me suis inventé une peur à ce moment-là et je l'ai réalisé en fait. Comment dire, c'est mon subconscient qui m'a joué des tours et qui m'a fait croire que ce dont j'avais peur, voilà. Et en fait là, j'ai réalisé qu'au final, des fois on se monte des films pour rien. C'est vrai. Et on se fait peur pour rien, alors qu'en vrai il y a aucun souci quoi. Ah ouais. Et là, je me suis dit waouh, si je commence à rentrer dans une psychose comme ça, alors que c'est ma première nuit toute seule dans la nature. Ça va pas bien se passer pour le reste. Et en fait, ça m'a bien fait rigoler parce que je me suis retrouvée complètement ridicule. Je me suis dit, mais t'es complètement nulle en fait. Il se passe rien du tout et toi, tu te fais peur toute seule, quoi. Tu t'inventes des cauchemars. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dédramatisé la situation. Et puis en fait, non, j'ai apprécié chaque moment et chaque nuit. Et en fait, c'est assez marrant puisque pour donner un exemple, je sais pas, ça devait faire au moins 5 mois que ça y est, je voyageais toute seule, que je dormais paisiblement chaque nuit et tout ça. Et un matin en Bulgarie, j'étais stationnée autour d'un lac. Il y avait juste une seule maison, pas trop loin. Mm-hmm. Et puis en fait, j'entends un coup de fusil, paf. Et là, je fais wow. Et en fait, j'entends plein de coups de fusil. Le mec, il a dû tirer une dizaine de coups de fusil. Moi, j'étais dans mon lit en disant, oh, laisse-moi dormir, s'il te plaît, là, j'ai pas envie de me lever et tout. Pour dire à quel point des coups de fusil ne me faisaient même pas peur et je voulais même pas sortir de mon lit, quoi. Au bout d'un moment, je suis sortie de mon lit, il y avait le mec qui faisait signe du genre, bon, dégagez, vous êtes pas chez vous. C'est sorti, je lui ai fait un coucou, il a vu une fille seule, il a pas trop compris, il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait? Puis je me suis habillée et j'ai pris le volant et je suis allée plus loin parce que je le dérangeais, j'étais sur sa propriété ou quoi au final. Ouais. Mais pour dire à quel point entre ma première nuit toute seule dans un endroit isolé où je m'invente un cauchemar alors qu'il y a pas de raison de faire un cauchemar, et puis 5 mois après, un peu plus peut-être, je sais plus, en fait on peut même tirer des coups de fusil, ça me fait même plus sortir de mon lit quoi. Il y a quand même une sacrée évolution. Et là, j'avoue que ce matin-là, quand j'étais d'un coup à mon volant en train de chercher un autre endroit pour me doucher, je suis en train de me dire, bon, t'as quand même vachement évolué, hein, en fait. Il s'est passé quelque chose parce que, waouh, n'importe qui, des coups de fusil, tu te lèves de suite, tu vois, qu'est-ce que c'est? Et tu ouais. Ah non, ça me faisait ni chaud ni froid. Ah, c'est super. Ah, c'est super. C'est une belle évolution, quoi. Donc, trop bien. Énorme. Franchement, c'est trop bien. Du coup, je pense que ça va revenir un petit peu sur ce dont on vient de parler. Mais pour toi, quel est le plus gros inconvénient et le plus beau charme du voyage seul et du voyage en van? Alors, on va dire donc les bienfaits, en fait, c'est vrai que voyager seul, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et en fait, on découvre qu'on a des ressources qu'on ne se connaissait pas. Par exemple, moi, à la maison, dès que je vois une petite araignée toute fine, genre, il faut que quelqu'un me la tue, il faut que quelqu'un me la tue. Et puis d'un coup, tu te retrouves toute seule dans un van, il y a une araignée qui est plus grosse que d'habitude qui rentre à l'intérieur, là, tu te débrouilles, en fait. Et là, en fait, finalement, je peux dire qu'aujourd'hui, j'arrive même, quand elles sont pas trop effrayantes, à prendre l'araignée dans mes mains pour les faire sortir, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est un inimaginable que ma famille n'en revient pas et même des amis me disent waouh, effectivement quoi. Donc il y a des choses comme ça où en fait c'est vrai on a tendance à compter sur les autres et en fait quand on est tout seul d'un coup on a que soi en fait pour se débrouiller et en fait finalement on se rend compte que on en a fait tout un cirque alors qu'au final ça va. Et là je parle de ça mais c'est pour d'autres choses. Par exemple c'est vrai que à l'époque on m'aurait parlé on va dire d'entretien d'un véhicule. Ok, je vais appeler mon père, il va s'en occuper quoi. Puis c'est vrai que quand j'ai eu mon camion, l'entretien du véhicule je m'en suis occupée, j'ai mis les mains dans le petit carnet de bord pour voir un petit peu tout comment ça marche, ainsi de suite. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de panne pendant mon tour d'Europe parce que j'avais vraiment bien préparé mon véhicule et surtout, comme je dis à chaque fois aux gens, il faut bien entretenir son véhicule tout au long de son voyage. Il faut pas attendre d'avoir vraiment des gros signaux ou quoi que ce soit. Il faut éviter qu'il y ait des problèmes. Après, c'est vrai que quand on voyage seul, ça favorise la découverte de soi, ça favorise la méditation. Ce qui est vraiment trop bien et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a aucune contrainte. On n'a pas besoin de faire des concessions par rapport à quand on voyage à deux. Quand on est seul, on veut se lever tôt,
on se lève tôt. On veut se coucher tard, on veut pas manger, on veut faire des kilomètres parce qu'on veut voir beaucoup de choses. Et ben, on peut faire des kilomètres pour voir beaucoup de choses. Ouais. Et là, je peux te dire aussi, je vais dire là, je viens de voyager en couple pour la première fois finalement, là, il y a quelques jours, en van. Et puis d'un coup, tu vois que quand t'es à deux, ben c'est vrai que il faut aussi s'adapter au rythme de l'autre. Il faut aussi faire des concessions pour l'autre. Pareil, quand tu voyages seul et que t'es dans ton van, ben c'est peut-être un espace réduit, mais c'est réduit. T'es seul, donc au final, t'as l'impression que c'est une grande chambre. Quand t'es à deux, ben d'un coup, effectivement, il y a une sorte de balai qui se crée. Dansant entre les deux personnes, parce qu'il y en a une qui va être assise sur le côté salon pendant que l'autre va cuisiner, ou enfin il faut s'organiser de façon à pas se marcher sur les pieds l'un et l'autre. Ouais. Pareil, moi si j'ai pas faim mais lui il a envie de manger, ben je suis obligée de faire une pause pour que lui mange, tu vois, ce genre de choses en fait qui existent. Aussi, bon ça c'est un peu plus intime, quand tu voyages seul et que tu as envie d'aller aux toilettes, ben dans ton van, tu vas aux toilettes. Ouais. Oui. Vous aviez des toilettes dans votre van? Alors moi, j'avais effectivement des toilettes sèches dans mon ancien van, et là, dans celui-ci, bon ben j'avais un pot, on va dire. Quand il pleuvait à l'extérieur, sinon en fait, c'est vrai que tu vas de suite à l'extérieur, il y a pas de problème. Ouais. Et et là, en l'occurrence, ben d'un coup, tu perds un peu. Tu dis à l'autre, bon, là, j'ai peut-être envie d'aller aux toilettes, tu veux pas sortir. Ou sinon, si tu veux pas te boucher les oreilles, te pincer le nez, tu sais, tu perds de suite le côté glamour. Ouais. C'est assez rigolo. Ouais, Mais après, ouais, t'es en espace confiné finalement avec la personne, donc ouais. exactement. Et c'est vrai que ça demande une adaptation. Alors nous, on a trouvé notre créneau, on sait comment maintenant on doit faire, mais c'est vrai que ça nous a demandé 2-3 jours où on a dû s'adapter et voir un petit peu comment l'un et l'autre avaient comme façon de voyager, parce que lui aussi voyageait seul avant et moi je voyageais seul avant. Bah maintenant qu'on est ensemble, bon ben on essaie un peu de voyager ensemble. Donc c'est une organisation. Donc je découvre ça et je découvre effectivement ces petites différences. Par contre, le côté positif que tu n'as pas quand tu voyages, quand tu voyages à deux, ce qui est bien, c'est que tu peux t'alterner au volant. Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que quand t'es seul, eh ben t'es fatigué, tu dors direct, enfin tu te reposes. Mais par exemple, si tu voulais le lendemain matin te réveiller je sais pas, à 3 heures de route, ben vu que t'as dormi, le lendemain tu feras tes 3 heures de route. Ton voyage, tu ne peux pas le diminuer en termes de temps de conduite. Ouais. Alors que là, ben moi j'ai un moment, je commence à fatiguer en roulant. Il me dit bah c'est bon, je prends le relais, je conduis à ta place, repose-toi. Et en fait on s'alterne. Et ça c'est vrai que c'est quand même vraiment pas mal. Après c'est vrai aussi que souvent quand tu fais la comparaison, quand tu voyages seul, tu vis les expériences pour toi. Alors c'est génialissime. Et des fois il y en a qui vont me parler de la solitude. Moi je ne l'ai pas ressenti parce que comme je l'explique, on est dans un monde moderne où en fait on peut très vite être connecté au reste de sa famille ou à ses amis parce qu'on a des applications WhatsApp où on peut se voir en vidéo et partager un coucher de soleil en vidéo avec quelqu'un qu'on aime à l'autre bout du monde sans problème. Ouais. Donc moi j'avoue que pendant mon tour d'Europe j'étais vachement connectée avec les miens de cette façon-là, et puis même après il y a les réseaux sociaux ou ainsi de suite où puis tu fais beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de points positifs là-dessus. Mais c'est vrai que quand t'es à deux, bah c'est toujours, enfin si t'es avec ton amoureux ou vraiment quelqu'un que tu apprécies énormément, bah tu vas vivre les choses en complicité, on va dire, à ces moments-là. Donc ça c'est vrai que c'est agréable quand, en tout cas là en l'occurrence on entend en amoureux, de se dire waouh c'est génial ce qu'on est en train de vivre tous les deux, c'est trop bien. Ouais. Et après de se dire que quand moi maintenant je vais en reparler de ce moment-là, je sais que je pourrais en reparler avec lui, et qu'en un clin d'œil, on va se souvenir tous les deux du même moment et d'avoir ce souvenir en commun. Chose qu'effectivement tu n'auras peut-être pas de la même manière quand tu voyages seul. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que si tu as une crise de dispute à deux et que ça marche pas du tout à deux, je pense que ça peut être catastrophique. J'imagine que ça peut partir. J'ai ouï dire que parmi des personnes que je connais qui sont parties voyager en Australie, qu'en fait il y a beaucoup de couples qui partent en Australie à deux, en van, enfin pour voyager en van là-bas, et finalement chacun fait sa route solo de son côté là-bas, quoi. Ouais. Et j'imagine que ça doit pas être facile tous les jours. Mais après, un truc particulier que moi, c'est vrai que j'apprécie énormément dans le voyage solo, je sais pas si c'est parce que je suis une fille, alors que c'est un peu bizarre de dire ça, mais vu que les gens veulent
comment dire, nous protéger parce qu'on est des femmes. Mais quand tu voyages seule, les gens viennent vers toi plus facilement et toi, tu vas plus facilement vers les autres. Quand là, on a voyagé à deux, on est souvent restés nous deux ensemble. Et les gens ne viennent pas vers nous puisqu'ils nous voient en couple, ils nous voient ensemble. Ils se disent bon, bah, de toute façon, s'ils savent pas où ils sont ou quoi que ce soit, ils se débrouilleront toujours, ils sont deux. Il n'y a pas le même contact avec les gens, les locaux, en fait. Je vois. Voilà. Je comprends. Et avant ton départ, donc ton départ de tour d'Europe, est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que tu étais quand même un petit peu angoissée? Ou alors tu étais totalement confiante, tu étais sûre que ça allait être une expérience de folie et voilà. Alors ça, moi, c'est un peu bizarre, mais c'est dans mon caractère. Je suis assez quand même, je pense, solitaire de base. Puis je suis assez téméraire. Et là, en fait, mais non, moi, j'étais hyper confiante. J'étais à fond. J'étais en train de dire, ça y est, je m'en vais enfin. Je suis trop contente et tout. Non, j'étais aux anges. J'étais super excitée. Par contre, c'est vrai que, alors tout à l'heure, j'ai dit que j'ai pas eu de problème mécanique pendant mon tour d'Europe. Par contre, j'ai le jour même, ou le 21 juin, le jour même où je décide de partir, je n'ai même pas réussi à franchir la frontière espagnole parce que je suis tombée en panne sur l'autoroute. Et, et là, d'un coup, je me suis dit, waouh, si ça commence comme ça va pas se passer. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu des petits soucis. En fait, c'était tout simple, c'était tout bête. C'est que j'avais un vieux véhicule et en fait, j'avais une perte de masse sur le véhicule, un problème électrique, si on peut dire. Et en fait, vu que c'est un vieux véhicule et que je suis tombée sur des garages en fait qui n'y connaissaient rien, ils m'ont fait changer l'alternateur qui vaut quand même à peu près 400 €. Ils m'ont fait changer le coupleur séparateur qui vaut 150 €. Et puis, en fait, je suis enfin tombée sur un garage qui était spécialisé en électricité, qui là m'a dit, mais en fait, vous avez juste une perte de masse, quoi. Et là, il m'a dit, mais super, Okay. bon, bah, vous faire payer la main d'œuvre, mais voilà, vous en avez pour 50 €. Et il m'a dit, là, vous allez rouler, vous allez voir. Ah oui, ils m'ont même aussi fait changer la batterie. Bon, bref, j'en ai eu vraiment, ça m'a T'as tout changé. pendant une semaine, mais en plus, les pièces étaient bonnes, quoi. Et on s'en rendait compte, mais ils savaient pas, en fait, ils savaient pas expliquer, ils comprenaient pas. Et en fait, bon voilà, ça c'est comme ça que j'ai démarré mon tour d'Europe. Et sur le coup, je me suis dit waouh, c'est pas très cool comme début, mais en fait c'était comment expliquer, c'est assez marrant parce que j'étais tellement dans une joie excessive, peut-être, je sais pas, que j'étais contente parce que pour moi c'était l'aventure qui commençait et l'aventure c'est pas forcément toujours tout beau, tout rose. Les petits aléas comme ça, justement, c'est l'aventure. Et justement, quand je me suis retrouvée dans ces garages, j'ai demandé à pouvoir descendre et regarder mon véhicule d'en dessous, suivre les avancées, et ainsi de suite. Donc, j'en ai appris un peu plus à chaque fois sur mon véhicule. J'ai vécu 24 heures sur 24 avec les mécanos. J'ai dormi sur leur parking, ce genre de choses. Donc, c'était assez je sais pas, c'est un apprentissage en fait, et j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. Alors, c'est assez bizarre de dire ça, mais non, j'étais très contente. Ouais. Bon, j'étais encore plus contente quand j'ai enfin franchi la frontière espagnole. J'imagine. Tu devais te dire, ok, alors là c'est parti, on s'arrête plus, on continue. C'était ça, c'était vraiment ça, ouais. J'étais tellement contente. Et comment ont réagi tes proches quand tu leur as annoncé que tu allais partir seule en van pendant 6 mois? Alors, il faut dire que dans ma famille, je suis un extraterrestre. Je veux dire, quand j'ai annoncé tout ça, c'était en 2019, j'avais 34 ans. Donc c'est, waouh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as 34 ans, mais t'es toujours pas mariée, t'as toujours pas de CDI, tu t'as pas acheté une maison, mais t'es pas dans le mood. Tu t'achètes un camion, vivre dans un camion, voyager, mais quand est-ce que tu deviendras adulte? Bon, voilà. Moi, j'ai eu ce schéma-là en me disant, mais t'es complètement folle, c'est n'importe quoi, quand est-ce que tu deviendras sérieuse? Oui, j'ai eu un peu ce genre de truc. Par contre, j'ai mes potes et mes copines, quand je leur ai annoncé, je me rappelle, j'avais fait un repas pour l'annoncer à 4 copines que j'allais faire ça.
Ouais. Donc j'ai eu les a priori, oh, mais c'est trop dangereux. J'ai une copine qui m'a dit, je t'interdis de partir sans un chien. Elle me dit, au moins tu prends un chien. Elle me dit, adopte un chien, il va t'avertir s'il y a un problème. Au moins s'il aboie, ça va faire peur et tout. Prends pas un chihuahua, hein, prends un gros chien. Elle me faisait trop rire. Je disais, je vais pas prendre un chien. J'ai jamais été très chien et maintenant prendre un chien parce que je vais voyager seule. Mais tu rigoles quoi. Ouais. Justement, ce que je voulais essayer, c'était de voyager seule, totalement seule, et pas avec un animal pour me rassurer ou quoi que ce soit. Et en fait, c'était assez rigolo. Mais sinon, j'ai des potes qui m'ont dit, bon, t'es complètement folle, mais bon, on va te soutenir jusqu'au bout et on va t'aider et on va essayer de voir tout ça ensemble. Et j'en ai quelques-uns, c'était assez marrant puisqu'au final, ils m'ont dit, bon, il faudrait que tu achètes ça, il faudrait que tu prennes ça, et qui se sont renseignés pour, on va dire, améliorer mon confort à l'intérieur de mon van, en fait, pendant mon tour d'Europe. C'était assez marrant, quoi. C'est mignon, ouais. Exactement, ouais. C'est super. Ok. Et du coup, quel serait le moment pendant ton voyage, n'importe lequel, que tu n'oublieras jamais? Alors, il y en a un qui est en fait, pendant mon voyage, j'étais en Croatie et en fait, en Croatie, j'ai vu que j'avais mon compte bancaire qui était bloqué. Et là, je me suis dit, Ok. qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bref, semble-t-il, c'était des amendes qui auraient été envoyées, majorées, surmajorées, jusqu'à ce qu'on vous bloque votre compte bancaire. Et Ok. bon, au final, j'ai regardé ainsi de suite. Il y avait des erreurs et tout ça, mais à ce moment-là, j'avais mon compte bancaire, on va dire, qui était bloqué et sans la possibilité de finir mon tour d'Europe. Alors que il me restait seulement 6 pays à terminer. Donc là, en fait, Mhm. j'ai annoncé en pleurs sur les réseaux sociaux parce que effectivement, j'ai partagé tout mon voyage en direct chaque jour sur Instagram. Donc j'ai annoncé aux gens qui me suivent sur Instagram que je devais arrêter parce que pour des problèmes financiers et voilà. Et je me suis effondrée parce que j'étais pas prête à ce moment-là à rentrer et que c'était d'un coup un gros choc électrique et c'était je tombais de très haut en fait. Je m'attendais tellement pas à Ouais. cette situation-là parce que je veux dire bon les amendes que j'ai pu avoir enfin j'ai toujours payé mes amendes donc je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit ouvre une cagnotte, je participe, ouvre une cagnotte, je participe. Et j'ai dit non, non, je vais pas ouvrir une cagnotte. Il y a des causes bien plus importantes comment dire, à, à À soutenir. soutenir. Moi, je veux dire, bon, ben voilà, c'est pour promouvoir le voyage fait au féminin, c'est pas forcément grand chose. Et je veux dire, bon, je vais rentrer et puis point barre, quoi. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont insisté. J'ai lancé un sondage et en fait, les gens m'ont dit oui, oui, on participe, fais-le, fais-le. Donc j'ai ouvert une cagnotte et j'ai dit c'est simple, je la laisse seulement pendant 48 heures. Le top, c'est que j'arrive pour finir les 6 pays restants à 2 000 euros. Et puis je regarderai dans 48 heures, parce que ça fait au bout de 2 jours. 48 heures, 72 heures, je sais Ouais. plus. Bon, bref. Donc, au bout de 2 jours, ce qu'il en est. Et en fait, j'y croyais pas. Donc je me promenais en Croatie, j'étais mais au bout de ma vie, j'étais dans la capitale qui est pas enfin qui est toute petite mais voilà et je regardais les trucs en me disant bon ben voilà, ça y est, c'est fini, hein, tu vas rentrer. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et puis Ouais. je suis allée dans un McDo pour me connecter à internet et là j'ouvre pour regarder donc le résultat et là je vois que la cagnotte a été remplie. Et là, alors là, je me rappelle, j'étais dans le McDo, mais je me suis écroulée en pleurs, mais j'étais heureuse. Je me Oh disais, là là. oh, mon Dieu, les gens me soutiennent, les gens croient en mon projet, les gens veulent que je continue, les gens sont là, ils sont présents dans ce moment difficile pour moi et waouh, ils sont là et ils me soutiennent, ils y croient, ils veulent que je termine, ils participent, ils font partie de ce projet maintenant, quoi. Et en Ouais. fait, donc à ce moment-là, je les ai remerciés, mais j'avais même pas les mots pour remercier. Je bégayais, je pleurais. En fait, c'est ridicule, totalement, voilà. Et là, j'ai pris la route et j'ai traversé la frontière pour aller en Hongrie et je me suis retrouvée en Hongrie et je sautais dans tous les sens et en fait tout le reste de mon voyage à partir de ce moment-là, à chaque fois que je vivais quelque chose, je le vivais
encore plus intensément parce que je savais que je le devais à toutes ces personnes-là. Et c'était très très fort émotionnellement parce que je m'attendais pas à ça, quoi, en fait. Et même là d'en parler, ça me fait quelque chose. Mais voilà, c'est grâce à toutes ces personnes-là que j'ai pu réaliser ce challenge jusqu'au bout, en fait. C'est fou. J'en ai les larmes aux yeux. Non, mais il faut pas, mais c'est énorme. C'est Mais c'est énorme. C'est super. vraiment énorme. Ça Ouais. montre à quel point ton projet il est absolument incroyable. Finalement ça aide tellement de personnes, ça a aidé tellement de femmes à se dire ok moi aussi j'en suis capable, moi aussi je peux partir toute seule à l'aventure, que ce soit en van ou pas, mais j'en suis capable. Je peux le faire aussi et c'est trop bien. T'as réussi ta mission, c'est trop cool. Ouais, ouais, bah, c'est pour ça que quelque part, j'ai pas créé l'association parce qu'une autre a été créée, mais c'est pour ça aussi que quelque part, je tiens vraiment à faire ce Ouais, bouquin. Après, comme je l'expliquais, c'est pour ça que je veux vraiment qu'il soit gratuit, qu'il soit offert, parce que c'est pour rendre ce qu'on m'a mmh, donné et c'est pour le fournir à toutes les personnes qui en auront besoin dans le futur, dans l'avenir, quoi que ce soit, quoi. Et puis, comme je disais, c'est pas l'histoire d'Issia avec son tour d'Europe, c'est l'histoire de 31 Françaises seules en van qui le vivent chacune à leur façon, avec leurs mots, avec leurs émotions, avec vraiment c'est leur témoignage à chacune qui elles se confient et c'est ça qui pour moi est le plus ouais. important, c'est de donner un peu de, enfin donner un peu de nos conseils, de notre empreinte pour permettre à d'autres de continuer sur nos Mmh. chemins, quoi. C'est beau. C'est Voilà. super. Alors, je me doute un petit peu de la réponse à la question que je vais te poser, mais je te la pose quand même, on sait jamais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué suite à ce voyage? Je sais pas si je dirais que j'ai évolué Mhm. parce que ah si, je vais te dire que j'ai évolué parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un chéri, j'ai quand même une maison. Non, je rigole, Oh. c'est pas vrai. Ah, Si c'est vrai, mais bon, ça n'a rien à voir. Non, en fait, je vais pas dire que j'ai évolué, mais j'ai appris un truc assez particulier. C'est que, enfin, là, d'en avoir parlé de ce moment qui était si important pour moi et qui était peut-être le plus beau moment, qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le voyage en lui-même, mais avec le soutien des gens. Ben, mhm. j'ai découvert ça, c'est-à-dire il existait encore de la solidarité et de l'humanité chez les gens. Et c'est Mhm. vrai que souvent, quand on vit en pleine ville ou quoi que ce soit, eh ben, on a tendance à l'oublier. Et j'avoue que c'est souvent par le voyage que je redécouvre que les gens sont pas forcément méchants, que au contraire qu'on peut compter sur les gens, qu'il faut pas forcément s'en méfier tout le temps. Alors que c'est vrai que quand on est dans notre quotidien en pleine ville, qu'on va métro boulot dodo, eh ben l'autre il sent pas bon à côté, il nous fait chier. C'est un peu bizarre Mhm. à dire, ou l'autre Ouais. il nous saoule, il parle trop fort, ou l'autre machin, ainsi de suite. Et en fait, d'un coup, quand on vit des choses, des expériences comme ça, je sais pas comment expliquer, mais moi, c'est vrai que sur ça, des fois, ça me réconforte sur l'être humain. Voilà, parce que Mhm. des fois, j'en oublie que les gens sont bons et des fois, j'aime pas les gens. Ouais. Et à ces moments-là, à chaque fois que je voyage et qu'il y a des trucs comme ça ou autre, bah, ça me réconforte là-dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est trop bien, c'est super. Est-ce qu'un jour tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Quelle idée j'ai eue de faire ce voyage? À aucun moment. Ah, ok. À aucun moment il m'est arrivé ça. À aucun moment. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. Des fois, je me rappelle que je me promenais dans une forêt et je voyais la cime des arbres qui bougeaient dans tous les sens parce qu'il y avait beaucoup de vent et ça faisait Ouais. un bruit comme c'est bizarre à dire comme si c'était des vagues alors que Mmh. c'était des arbres, que j'étais en pleine forêt. Et puis j'étais juste là en train de me dire, au contraire, de me dire, mais je suis exactement au bon endroit, au bon moment, et je devais être ici, et j'y suis arrivée, et je suis là. Et c'est même un ressenti que j'avais ressenti avant, pendant la préparation de mon voyage, avant de partir, où je me rappelle qu'à un moment, il y avait une musique qui passait à la radio, Louane, la chanson Mes chers parents, je pars.
Ouais. Où je vole. Bon, je sais plus. Et en Ouais. fait, il y avait ces paroles-là et d'un coup, je me suis effondrée en larmes en me disant, oh, c'est bientôt moi et je vais pouvoir chanter cette chanson et je vais bientôt être au volant de mon véhicule et même avant de partir, je disais au revoir à tout le monde parce que tous mes amis, et tous les gens et même des fois, je me promenais dans la rue en disant, oh, waouh, c'est la dernière fois que je passe dans cette rue avant de partir. J'avais des émotions comme ça qui étaient très fortes et très intenses, mais très positives. J'étais vraiment très heureuse et je savais que c'était ce que je devais faire. En fait, c'est un peu bizarre à dire, mais je crois un peu pas au destin dans le sens où on est obligé de faire ça et on n'a pas le choix, mais plutôt que au chemin de vie. Et il y a des moments où on doit se trouver à tel endroit. C'est notre chemin de vie, c'est la suite de l'aboutissement de ce qu'on doit faire je sais pas comment expliquer. Et des fois, j'ai ressenti ces émotions-là où je me suis dit, waouh, ce paysage, eh ben, je devais être ici à ce moment-là et je suis au bon endroit. Ouais. Et de ressentir en fait vraiment une synchronicité entre la vie, la terre, les énergies. Enfin, je sais pas pourquoi, mais en fait pendant mon voyage, c'est vrai que j'étais beaucoup dans ces sensations-là en fait. Mhm. C'est trop bien. Ok. Mm, mm. Et est-ce que t'as quand même des regrets par rapport à ton voyage ou finalement pas du tout? Dans mon voyage, en fait, c'est assez particulier. Le seul regret que j'ai eu, en fait, des fois, je me suis dit que souvent, je me suis dit à la fin de mon voyage que c'est dommage quand même que je me sois imposé. Alors certes, c'était un challenge, c'était un défi, c'était pour prouver quelque chose, mais le fait de l'avoir fait en 6 mois, bien que je tiens à Mhm. préciser, ça m'a laissé du temps dans chacun des pays et que j'étais pas juste sur ma route à rouler, à rouler, à rouler pour faire du kilomètre sans rien voir. J'ai vu énormément de choses. J'ai eu énormément de temps pour moi. J'ai vraiment profité de chaque chose que j'ai vue. Mais c'est vrai que, en fait, donc j'ai écoulé toutes mes économies pour ce road trip. Mais c'est vrai que si je m'étais pas donné ce challenge, j'aurais pu rester plus longtemps en fait. Et c'est vrai que Mhm. je pense que ce qui est dur quand on fait un road trip pour tout le monde, c'est le moment du retour. Alors certes, j'ai eu cette première gifle en Croatie, me dire genre je dois rentrer alors que j'ai pas fini mon road trip et qu'il me restait les 6 pays à faire. Heureusement, grâce aux gens, j'ai pu continuer et faire ces 6 derniers pays-là. Mais ce que je Mhm. veux dire, c'est que donc j'ai eu, on va dire, un petit avant-goût de ce qui m'attendait quelques semaines après. Donc ça m'a préparé à ce moment-là un peu plus psychologiquement, mais en vrai, le retour est toujours très difficile. Le retour, quand on est sur le retour, quand on commence à prendre les routes qui nous ramènent vers la France, c'est difficile. Et ensuite, quand on est enfin revenu, c'est aussi difficile de se réadapter. Enfin, pour moi, ça a été assez difficile, surtout qu'en plus, après, il y a eu les histoires de confinement, de Covid et tout ça. Ouais. Mais j'avoue que je sais pas si c'est vraiment propre à tous les voyageurs, mais il y a un temps de, pour moi en tout cas, il y a eu un temps de réadaptation à la société, parce qu'effectivement, quand j'ai voyagé, je ne me souciais plus de l'actualité. Je vivais mon voyage à temps plein, je vivais mes rencontres, je vivais les visites, je vivais le moment présent, l'instant T et surtout géographiquement ce qui se passait autour de moi. Mais pas plus Mhm. loin que les quelques kilomètres qu'il y avait autour de moi. Donc quand d'un coup on se reprend une gifle de, Bah ton retour en France en fait. ouais, voilà, de retour à la réalité, ou je sais pas si on Ouais. appelle ça comme étant la réalité, parce que j'avais l'impression d'être plus proche de ma réalité en voyage qu'en étant sédentaire dans un pays où on travaille. Mhm. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés au retour. Ouais. Ouais. Ok. En fait, c'était d'entendre je sais pas, les gens se plaindre beaucoup. En fait, on se rend compte qu'en tant que Français, ouais, je sais pas si c'est propre aux Français, mais en tout Je crois cas, que c'est particulièrement les Français, hein. les Français aiment énormément se plaindre et t'as envie de. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, par exemple, ah, mais toi, t'as de la chance, toi, t'as voyagé. Et là, j'ai envie de dire, oui, mais je l'ai fait avec toutes les, comment dire, contraintes voilà, j'ai plus de, j'ai utilisé toutes mes économies, je vais dire, j'ai tenté, Ouais. j'ai fait plein de choses, je veux dire,
mais c'est pas une chance en fait, c'est un choix de vie et c'est un choix que j'ai effectué à ce moment-là, quoi. Il y en a plein à ce moment-là avant que je parte, qui me disaient tu vas partir avec ton vieux camion, mais jamais il va tenir, il est trop vieux ton camion. Bah, moi, j'ai cru en mon camion, je lui ai donné les moyens de le faire en fait. Et des fois, il suffit juste de se donner les moyens. Mais j'entends beaucoup ce qui me choquait à mon retour, c'est d'entendre beaucoup de gens se plaindre de leur quotidien alors qu'au final, ils se donnent pas les moyens d'essayer de le changer en fait. C'est vrai. C'est totalement vrai. En fait, il faut casser la routine faut sortir de sa zone de confort pour justement arriver au style de vie, à la vie que tu veux. Et c'est pas, il y a une citation comme ça, c'est pas en restant dans la routine que tu vas changer tes habitudes ou changer. En gros, il n'y aura pas de changement tant que toi-même tu ne changes pas. Mm-mm. Et c'est vrai. Si tu te donnes pas les moyens de ce que tu veux, ça arrivera jamais. Mm. Je me rappelle que pendant le deuxième jour de mon tour de mon tour d'Europe, quand j'étais en Espagne, à un moment, je me parlais à moi-même et j'ai sorti cette phrase que j'ai notée. Je suis sortie de ma zone de confort pour sentir mon cœur vibrer plus fort. C'est beau. Et voilà, je sais pas, ça m'a inspirée et voilà, c'est ma phrase, c'est ma citation à moi. C'est canon. Mais du coup, là, t'es rentrée il y a quelque temps, t'es repartie du coup avec ton copain en Espagne. Mais comment tu vis je sais pas si t'as vraiment une routine en France, mais comment tu vis ton retour un peu? Euh, Excepté le fait qu'au début c'était dur, maintenant le temps est passé, comment tu te sens? Là, j'avoue que tout a été plus ou moins bouleversé. En fait, pour expliquer, c'est que donc quand il y a eu le confinement, j'ai vendu mon camion, mon LT35, mon Kakou. Je me suis retrouvée donc à faire plus ou moins des confinements un petit peu comme tout le monde. J'étais pas très à l'aise avec le retour dans une vie classique sédentaire. Donc en fait, au mois de mars, j'ai décidé de quitter mon appartement et de m'acheter un véhicule, un camping-car aménagé pour y vivre à temps plein à l'intérieur et travailler, voyager, vivre vraiment totalement à l'intérieur de mon camion. Le 18 juin dernier, j'ai trouvé un Hummer, un vieux camping-car, pour pouvoir enfin vivre à temps plein dans mon véhicule. Donc j'étais aux anges, trop ravie, trop contente. Par contre, malheureusement, le jour même, j'ai rencontré une biche dans le Gers et le véhicule est allé à la casse. Oh purée! Dans la foulée. Donc ça a été, on va dire, le nirvana et puis d'un coup, bouf, l'enfer. Et là, ça m'a vraiment fait réfléchir et relativiser parce que je tire toujours des leçons de chaque situation, même dans ce type de cas. Je vais pas me morfondre, je vais me dire c'est que bon bah je suis pas sur mon chemin de vie, c'est que c'était pas ce que je devais faire. Donc j'ai analysé un peu tout ça et j'ai décidé à ce moment-là de me prendre un van, un petit van, et je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un toit. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on vit à temps plein dans son véhicule, quand on a un accident avec son véhicule, on perd son toit, on perd son véhicule et toutes ces affaires qui sont à l'intérieur se retrouvent dans un garde-meuble. C'est ce que j'ai vécu. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit ça. Je prends un petit van, donc j'ai actuellement un Volkswagen T5 rallongé, dans lequel il y a juste de quoi camper quand j'ai envie d'aller camper où je veux. Et j'ai décidé en parallèle de me trouver un vrai logement et de m'installer dans un endroit qui me convienne davantage. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Marseille, la grande ville, la seconde plus grande ville de France. Et là, en fait, je me suis installée en Bretagne. Et c'est bizarre parce que les choses sont, comme je disais, c'est peut-être un chemin de vie ou quoi que ce soit. C'est comme ça que j'ai rencontré le garçon avec qui je suis actuellement, qui lui également a un van. Et en fait, voilà, là, j'ai une sorte de joli mélange qui me convient très bien. Parce qu'on a notre maison qu'on aménage, on a chacun nos vannes, petite taille pour moi, grande taille pour le sien. Donc on peut mixer, on part en week-end, on part en vacances. Donc en fait, j'ai trouvé un bon équilibre, je pense. C'est trop bien. C'est super de s'être permis d'avoir le choix comme ça et d'avoir trouvé l'équilibre qui te correspond et dans lequel tu te sens bien, à ta place, et c'est trop bien. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi le dire, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que la van life, il y a les côtés
magique, hein. Clairement, moi j'adore la van life, mais il y a aussi des côtés aussi un peu plus difficiles. Par exemple, c'est vrai que c'est pas la même chose de dormir dans une maison en plein hiver que de dormir dans son van. Il va falloir effectivement que son véhicule soit énormément bien isolé avec un chauffage stationnaire. Il faut se préparer à plein de situations comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est moins confortable que de vivre dans enfin, à mon avis, que de vivre dans une maison en plein hiver. En plein hiver, ça reste toujours un peu plus difficile parce qu'effectivement, on atteint des températures négatives ou ce genre de choses qui sont quand même pas évidentes. Ouais. Comment tu définirais ton expérience en 3 mots? Waouh, 3 mots. Magique, enrichissante, parce que c'était tellement magique. Et le troisième mot, vivifiant. C'est assez bizarre, mais je dirais ça. Trop bien. En fait, c'est vrai que je me suis jamais sentie autant vivante que pendant ce tour d'Europe. Super, c'est trop cool. Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui souhaiterait, comme toi, partir à l'aventure? Alors, je conseillerais à une personne de bien se renseigner et surtout d'analyser les raisons qui la bloquent. Par exemple, si ce sont la peur de quelque chose, analysez justement quelle est votre peur et renseignez-vous au maximum. En fait, souvent on se rend compte que on dramatise beaucoup, les peurs nous bloquent, alors qu'en réalité, il suffit de répondre à tout ça. Et par exemple, si vous avez peur de tomber en panne, tout simplement, renseignez-vous sur votre véhicule, sur sa mécanique, analysez-la, n'ayez pas peur d'aller voir un mécano, d'aller voir même plusieurs d'entre eux, de leur demander des conseils, est-ce que vous connaissez ce véhicule, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'entretenir, comment je peux éviter des pannes, qu'est-ce que vous en pensez, ainsi de suite. Si vous avez peur de vous faire, de vous faire agresser, alors dans ce cas-là, pensez à peut-être avoir il y en a quelques-uns ou quelques-unes, attention, c'est pas autorisé dans tous les pays, mais il y en a quelques filles qui se promènent avec un spray au poivre ou qui vont avoir d'autres méthodes. Par exemple, c'est bête à dire, mais moi, en discutant une fois avec une personne, m'a dit moi j'ai un ciseau. Et c'est vrai que si par exemple vous avez un ciseau dans vos mains, le fait qu'en fait vous avez de chacun de vos doigts qui sont coincés à l'intérieur, vous voyez, il y a des deux petits ronds du ciseau. En fait, si quelqu'un est en face de vous et veut vous agresser et veut vous prendre votre ciseau, il aura beaucoup plus de mal que si vous avez un couteau où là, c'est beaucoup plus facile à vous l'enlever des mains et à vous retourner votre arme contre vous. Ou prenez des cours de self-défense qui vont vous apprendre, en fait, moi j'avais pris des cours de self-défense qui m'ont appris en fait à avoir un peu plus de confiance en moi dans une telle situation, enfin en tout cas à garder au moins peut-être mon sang-froid. Et après, quelques méthodes, quelques endroits où taper ou autre, on vous explique un petit peu tout ça. Ou par exemple, on m'avait expliqué que quand on vous tire, si vous résistez, au final, vous créez justement cette force entre vous deux. Mais si par exemple, une personne vous tire et vous allez dans son sens, elle va perdre son équilibre. Enfin, c'est des choses un peu bêtes, mais d'auto-défense qui vous sont apprises et c'est le B à bas. Mais ça peut vraiment vous rassurer. Et je dirais vraiment analysez vraiment vos peurs. Si vous avez peur d'avoir froid, alors dans ce cas-là, pensez à comment isoler votre camion. Si vous avez peur de je ne sais pas quoi, vraiment analysez. Analysez la raison qui vous bloque et puis trouvez les réponses, trouvez les solutions. Alors d'une part, ça va vous aider vous-même et puis ça va rassurer aussi votre entourage. Si votre entourage se méfie et si elle a peur, s'ils ont peur pour vous, quoi. C'est un super conseil. C'est vraiment, en fait, c'est basique, mais c'est vraiment super comme conseil, vraiment. Non, mais je pense que je pense que c'est ça qui fait que les gens, des fois, se freinent. Ouais. En fait, c'est l'analyse et derrière, tu trouves une solution au problème que tu peux rencontrer. Ouais. Est-ce que tu as un livre ou un podcast à nous recommander? Eh bien, en podcast, je dirais Évasion podcast. Et le livre, je vais recommanderais en fait le livre, alors 2 livres, si je peux me permettre. Bien sûr. Tout simplement, j'ai des copains, un couple d'amis que j'aime énormément qui ont fait un livre justement sur voyager en van, mais ils voyagent en couple, mais ils donnent plein de conseils et tout ça. Donc je recommande et c'est le livre de Free Van Lifers. Ok. Voilà.
Et pour l'autre livre, le livre Tout le bleu du ciel de Bélissa Costa. Un super livre. Trop bien. Très très mignon. Qui parle de la van life, donc c'est pour ça. Très bon choix, très bon choix. Et j'avais juste une dernière petite question. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu sortiras ton propre livre, du coup, sur les témoignages des femmes qui ont vécu la van life ? Alors, le e-book, j'aimerais vraiment essayer de le finir pour la fin de cette année, sinon ce sera un début 2022. D'accord, trop bien. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Issia, pour ce voyage incroyable à travers toute l'Europe. C'était plus qu'enrichissant, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi et continue ce que tu fais parce que tu aides beaucoup de gens et que je pense que tu nous fais voyager à tous par ton intermédiaire malgré les temps actuels. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode, en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte évasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que 2 minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.